Le 7 avril 2026. Pendant que le monde regarde ailleurs, une digue vient de rompre à Washington. Plus de 3 millions de documents, des milliers d'heures de vidéos et des preuves que l'on pensait enterrer à jamais avec Jeffrey Epstein, viennent d'être déclassifiées. Pourquoi la procureure Pam Bondi a-t-elle été limogée brutalement il y a quelques jours? Que contiennent ces fichiers que le département de la justice a tenté de cacher pendant 7 ans? Aujourd'hui, nous plongeons dans la partie la plus sombre de l'iceberg. Préparez-vous. Ce que vous allez entendre n'est pas une théorie. Ce sont les faits. Le volume est colossal. 3 millions de pages de données. Ce ne sont pas juste des listes de noms, ce sont des preuves de vie. Les nouveaux journaux de bord révèlent que des personnalités mondiales ne faisaient pas que passer sur l'île de Little St. James, elles y résidaient. De drone. À première vue, Little St. James ressemble à un paradis tropical de 30 hectares dans les îles Vierges. Mais les 3 millions de pages déclassifiées en 2026 révèlent une réalité bien plus industrielle. Ce n'était pas une maison de vacances, c'était une forteresse. Les factures de construction montrent que Jeffrey Epstein a dépensé plus de 20 millions de dollars uniquement pour l'aménagement paysager et la sécurité. Pourquoi autant d'argent pour une île déserte? Parce que chaque palmier, chaque rocher, cachait une caméra haute définition à vision nocturne. Personne n'entrait ou ne sortait sans que le signal ne soit envoyé directement au serveur privé d'Epstein à New York. Et puis, il y a ce bâtiment. Le fameux temple aux rayures bleues. Pendant des années, on a spéculé sur sa fonction, une salle de gym, un piano-bar. Les plans d'architectes saisis par le FBI et rendus publics aujourd'hui montrent une anomalie structurelle. Le bâtiment en surface n'est qu'une façade de 60 mètres carrés. Mais en dessous, un ascenseur hydraulique descendait à 2 niveaux de profondeur. Les factures d'électricité révèlent une consommation d'énergie équivalente à un petit centre de données. Qu'est-ce qu'Epstein stockait là-dessous? Des serveurs? Des archives? Ou quelque chose de bien plus sombre que le gouvernement refuse encore de nommer précisément dans les rapports? Mais une île ne fonctionne pas seule. Il y avait des cuisiniers, des jardiniers, des pilotes. Les documents de 2026 incluent enfin les contrats d'embauche. Chaque employé devait signer une clause de confidentialité, NDA, d'une violence inouïe, une amende de plusieurs millions de dollars et des poursuites pénales au moindre mot prononcé. Dans les dépositions déclassifiées, un ancien agent de sécurité décrit des « invités fantômes », des personnes arrivant par hélicoptère en pleine nuit, sans passer par les douanes, et repartant avant l'aube. L'île était une zone de non-droit international. Une zone grise où les lois des États-Unis s'arrêtaient au bord de la plage. Les enquêteurs qui ont eu accès à ces 3 millions de pages en 2026 décrivent une sensation de vertige. Ce n'est pas qu'un dossier judiciaire, c'est l'autopsie d'un système. Dans le volume 18 de ces documents, on découvre que Jeffrey Epstein gérait ses résidences comme des agences de renseignement.
Chaque invité, du plus petit assistant au plus puissant chef d'État, possédait un dossier de vulnérabilité. Les pages révèlent des notes manuscrites sur les habitudes alimentaires, les addictions, et même les inclinaisons psychologiques de ces cibles. Ce que nous lisons aujourd'hui, c'est le mode d'emploi d'une machine à broyer les volontés. Ce n'était pas de la corruption ordinaire, c'était de l'ingénierie sociale à l'échelle mondiale. C'est ici qu'intervient Larry Vysotsky. En analysant les 30 ans de carnets de vol désormais déclassifiés, les experts ont remarqué une anomalie, le Lolita Express ne voyageait jamais seul. Les documents de 2026 montrent des paiements à des sociétés de sécurité privée pour des avions qui décollaient en même temps. Vysotsky, dans ses dépositions enfin complètes, explique comment il recevait des ordres par téléphone crypté pour changer de destination à la dernière minute, parfois alors qu'il survolait déjà l'Atlantique. Pourquoi ? Pour éviter les radars de la FAA. Les documents révèlent que l'argent pour ces opérations ne venait pas des comptes personnels d'Epstein, mais de fonds fiduciaires gérés par des banques qui, aujourd'hui encore, refusent de répondre aux questions du Congrès. Les réseaux de chantage et la data, mais le dossier le plus terrifiant de cette masse de documents concerne la technologie. En 2026, nous avons enfin accès aux factures de matériel électronique saisies dans son hôtel particulier. Epstein achetait des capteurs de mouvement, des micro-lasers capables de capter une conversation à travers une vitre à 500 mètres, et des disques durs de qualité militaire. Les pages 250 000 à 255 000 listent des sauvegardes externes envoyées par valise diplomatique vers des destinations comme Tel Aviv ou les îles Vierges britanniques. Cela confirme ce que beaucoup craignaient, Epstein n'était qu'un pion dans un jeu d'échecs beaucoup plus vaste. Les 3 millions de pages suggèrent que son arrestation en 2019 n'était qu'une étape pour nettoyer les serveurs, mais que les preuves de chantage circulent encore dans le dark web du pouvoir. Le réseau français et les agences de mannequins, mais l'enquête ne s'arrête pas aux frontières américaines. Les 3 millions de pages contiennent un dossier spécifique sur les connexions parisiennes d'Epstein. On y découvre le rôle central de Jean-Luc Brunel et de son agence de mannequins. Les documents déclassifiés en 2026 révèlent des échanges de courriels codés entre l'avenue Foch à Paris et l'île de Little Saint. Les virements bancaires montrent comment des jeunes filles étaient recrutées sous prétexte de contrats de mode internationaux pour finir piégées dans le système Epstein. La justice française, sous la pression des nouvelles révélations, a dû rouvrir des dossiers que l'on croyait enterrés. Des noms de politiciens français et de grandes figures de la mode apparaissent désormais en clair dans les rapports du FBI. L'affaire Epstein n'est pas qu'un simple fait divers ou un scandale de plus. C'est le miroir déformant de notre époque, la preuve qu'un système parallèle a pu exister pendant des décennies au-dessus des lois. Aujourd'hui, avec ces 3 millions de pages déclassifiées en ce mois d'avril 2026, le voile est enfin levé. Mais ne vous y trompez pas, la publication de ces documents n'est pas la fin de l'histoire. C'est le début d'une ère de reddition de comptes. La question n'est plus de savoir si c'est vrai, mais qui sera protégé par le système jusqu'au bout. Pourquoi personne n'a rien dit pendant 20 ans ? La réponse est dans le volume 42 des documents. On y trouve des photos de surveillance inédites. Ce ne sont pas des clichés de paparazzi, mais des images prises par les caméras cachées d'Epstein lui-même. On y voit des têtes couronnées, comme le prince Andrew, mais aussi des titans de la technologie de la Silicon Valley et des philanthropes milliardaires. Les documents suggèrent que ces personnalités n'étaient pas seulement des invités, elles étaient sous contrat de silence. Epstein finançait leurs projets, leurs fondations, et en échange, il obtenait un accès total à leur réseau d'influence. Les 3 millions de pages listent des rencontres secrètes dans des hôtels de luxe à Londres et au Maroc, loin des regards indiscrets. Aujourd'hui, en avril 2026, la panique est totale. Pourquoi ces documents sortent-ils enfin ? Parce que les verrous ont sauté. Plusieurs procureurs qui protégeaient ces dossiers ont été écartés. La fuite massive de données a forcé le gouvernement à la transparence pour éviter une émeute sociale. On assiste actuellement à une vague de démissions sans précédent dans les conseils d'administration des plus grandes banques mondiales. Les noms cités dans les pages 2 millions à 2 100 000 sont en train de tenter de négocier des accords d'immunité. Mais le public a désormais accès aux preuves. Le temps du secret est terminé. Ce que nous voyons, c'est l'effondrement d'un château de cartes qui a mis 40 ans à être construit. Ce documentaire n'est que la première étape de mon enquête. Le volume de données est tel qu'il faudra des mois pour tout analyser.
Je m'engage devant vous à éplucher chaque ligne, chaque virement bancaire suspect, chaque nom dissimulé dans les annexes de ces dossiers. Nous allons passer au crible les laboratoires de recherche financés par Epstein, les fondations politiques et les sociétés écrans en France et ailleurs. Rien ne sera laissé au hasard, car le silence est l'arme principale de ceux que nous combattons.